Bienvenue à notre balado Sortir du cadre, présenté par les Caisses Desjardins de Charlevoix dans le cadre de notre programme Encaisse ta bourse. Notre concept, recevoir des personnes qui ont un parcours qui sort du cadre. Des gens inspirants qui font les choses autrement et qui viendront nous partager leur histoire remplie de détermination et de persévérance. Mon nom est Natacha Savard et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Comme deuxième invité, nous avons choisi une personnalité qui a su faire sa place dans le paysage de Charlevoix à travers un festival qui est désormais un incontournable au Québec, Clément Turgeon. Bonjour Clément. Bonjour Natacha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Avant tout, j'aimerais un peu qu'on parle de toi Clément, de ton parcours. Oui. Écoute, ça remonte à loin. Est-ce que tu veux que je revienne même à mon enfance? Écoute, je te laisse aller. Tu peux partir natif de Baie-Saint-Paul? Oui, je suis né quelques heures à Québec pour ensuite être transporté dans ma maison à Baie-Saint-Paul. Et j'ai toujours vécu ici, puis presque, je suis parti un petit peu aux études, faire des tentatives de m'exiler de Baie-Saint-Paul, mais je suis vraiment quelqu'un born and raised, si vous me permettez l'expression. Et jeune, j'étais quand même, j'ai toujours été super créatif, la tête bien occupée, souvent dans la lune et tout ça. Puis j'avais une imagination fertile. Puis même organiser des choses, ça remonte à il y a vraiment longtemps. Je me rappelle à l'époque, je pense à 7 ans, je voulais former une équipe de basketball à l'école. Puis OK. au lieu de comme juste dire on va jouer, là, je pensais déjà à faire des chandails, à faire des horaires, voir avec le directeur, on peut-tu faire des matchs de basketball, il manquerait un panier. Tu sais, j'avais déjà ce réflexe-là. Tout ce qui entourait, dans C'est le ça, fond, exact. l'organisation de... Oui, puis ça, je l'ai compris après coup, tu sais. Donc, ça fait longtemps. Puis je faisais beaucoup de bandes dessinées. J'ai écrit un roman carrément d'à peu près 45 pages à 8 ans, là, tu sais. OK. Fait que j'étais vraiment là-dedans. Puis, j'ai vécu ma vie d'enfant avant de devenir adolescent et de tomber dans la musique, finalement. Donc, j'ai découvert, entre autres, le groupe de musique Kiss, Oh oui. que vous connaissez bien. Mais Kiss a été ma porte d'entrée vraiment vers le monde de la musique. J'étais beaucoup plus axé sur le sport. Puis là, je suis tombé les deux pieds dedans. Puis Kiss m'a fait découvrir d'autres artistes. Ozzy Osbourne, Black Sabbath, les Rolling Stones. Les Rolling Stones m'ont fait découvrir des bandes québécois d'ici. Donc, je me suis mis à vraiment triper là-dessus. Puis au secondaire, là, je faisais du pouce à Québec. Je séchais des cours pour aller m'acheter des CD avec mon argent que je devais manger avec. Fait que j'étais vraiment très, très into it. Là. J'étais beaucoup dédié à la musique. J'ai eu un groupe de musique aussi. Puis c'est pendant que j'ai fait mon premier show que j'ai réalisé que j'aimais pas ça être sur scène, mais j'avais aimé ça l'organiser, faire l'affiche et tout ça. Fait que OK. c'est toujours resté un peu avec moi, tu sais, cet intérêt-là. Puis la musique, ben, ça me suit encore aujourd'hui, évidemment. Puis, j'ai décidé, finalement, j'ai mis ça de côté. Je suis parti en voyage en Europe. Je suis allé faire des festivals, puis j'ai fait du pouce un peu partout. Je suis revenu étudier en cinéma à Garneau. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et finalement, j'ai travaillé en maison de jeunes. Il y avait un poste qui s'ouvrait, puis ça m'a permis... Il y avait un festival à l'époque qui s'appelait le Woodspunks, un festival de musique punk très alternatif. Et j'ai donné un coup de main en étant travailleur de rue en maison de jeunes. Puis ça a été ma première expérience de festival. J'ai beaucoup apprécié. J'ai quand même mis ça de côté, puis je suis allé étudier en service social à l'Université Laval. OK. Donc là, je m'alignais pour plus être travailleur social. Et je l'ai déjà raconté, mais la base du festif, c'est que le 8 août 2009, il y a eu les célébrations du Cirque du Soleil. Oui. Donc, c'était les 25 ans à l'époque. Ça a commencé en 1983-84. Et en 2009, il y a eu les célébrations. Il y a eu un gros spectacle au quai. Je ne sais pas si, Oui, si je me tu t'en souviens. Oui. Puis, il y avait un groupe de musique. Il y avait Guy Laliberté qui avait fait un discours. Puis là, moi, ça a comme... ça a allumé plein de trucs dans mon cerveau. On dirait que ça a tout connecté. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, la musique organisée, ça s'est tout connecté. Puis je me suis dit... Crème, il y a eu un festival des années 80, là, il y a un gros spectacle, il y a une scène, il faut faire quelque chose, faut que ça revienne. J'avais 21 ans à l'époque.
Puis, mon anecdote est peut-être longue, mais il y a tellement de choses. Fait que là, je rencontre le maire dans la nuit ce soir-là et je vais lui parler tout bonnement en disant ça serait vraiment le fun qu'il y ait d'autres spectacles comme il y a eu ce soir au quai. La grosse scène, c'était vraiment impressionnant. Puis, comme ça, là, cette nuit-là du 8 août, le festif est né dans ma tête. Puis je dis dans ma tête, il y avait mes amis aussi qui étaient là. Il y avait Anne-Marie qui est là depuis 15 ans aussi. Oui. Puis, mais c'est vrai, tu sais, après ça, le lundi matin, moi, j'avais gardé cette idée-là en tête. Puis c'est comme ça, tout bonnement, que j'ai abandonné l'université et que j'ai créé le festif avec mes amis, avec Anne-Marie et tout ça, là. Donc, la musique a toujours fait partie de ta vie, là. C'est pas né du jour au lendemain, là. C'était comme... Ça allait de soi un peu dans ton parcours, là. Oui, exactement, oui. Puis, mais je dirais le dénominateur commun, c'est un peu mon intensité, ma passion, parce qu'avant de triper sur la musique, je tripais sur le hockey. Puis là, je ramassais toutes les cartes de hockey possibles. Avant, je tripais sur les revues Safari. Je sais pas si les magazines d'humour. Je devais être un des seuls au Québec à avoir toutes les revues. J'allais à Québec. Donc, j'ai toujours eu cette intensité-là. Puis là, quand je suis tombé dans la musique, c'était ça. Puis la musique, encore aujourd'hui, me nourrit tellement que j'ai gardé la musique comme passion première. Là, tu dis que c'est né un soir comme ça, le festif, mais comment se sont passés les débuts entre l'idée dans ta tête comme ça, puis le fait d'en venir à un premier événement, à une première année d'édition du festif de Baie-Saint-Paul? Bien, ça a été beaucoup par instinct. En fait, le premier truc que j'ai fait, c'est aller reparler au maire de Baie-Saint-Paul, puis savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, à quel endroit on peut faire ça. Puis j'ai appris un peu sur le tas qu'il fallait demander des autorisations, fallait exister quelque part. Moi, Clément, je ne pouvais pas demander du financement en tant que Clément Turgeon. Donc, j'ai appris comment créer l'organisme qui est le festif aujourd'hui. Je suis allé cogner aux portes à l'époque, c'était le CLD. Oui. Je suis allé voir Annabelle Tremblay, Sylvie Germain qui travaillaient là et ils m'ont aiguillé un petit peu. Puis après ça, à l'université, il y avait un bureau du groupe Le Massif qui était tout près, face du Archambault dans ce coin-là. Et Daniel Gauthier avait un bureau, donc je suis allé pendant ma pause cogner sans avertir pour voir est-ce que Daniel Gauthier est là, je voudrais lui parler. Et je suis ressorti avec un chèque de 5 000 $, une lettre d'appui. Et c'est là que j'ai décidé de quitter l'école. Puis quand je suis revenu, mais là, je me suis dit, tu sais, j'ai 21 ans, j'ai rien à perdre. Je le fais, je suis retourné vivre dans le sous-sol à ma mère. Voilà, c'était un peu des essais-erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, des petites erreurs, mais tu sais, je savais pas comment organiser pratiquement rien. Donc, ça s'est fait comme ça un peu par instinct. Puis je suis content parce que cet instinct-là, il suit encore le festif aujourd'hui. Tu sais, ça nous a permis de faire les choses à notre manière. Je ne savais pas trop comment le faire. Fait que j'y allais je me disais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire un événement. Puis ça a donné un modèle de festival différent là, de ce qui se voit souvent ailleurs. Effectivement, tout à fait différent. Est-ce que dans les premières années comme ça, où est-ce que tu démarrais tout le festival, tu étais en mesure de pouvoir quand même vivre du festival ou tu devais quand même avoir un autre emploi qui était en parallèle de tout ça? Ou je devais avoir un autre emploi, c'est clair. J'ai été bénévole longtemps. Puis la première année, on a fait beaucoup, peut-être pour compléter là-dessus, on faisait beaucoup d'activités de financement. Donc, on emballait de l'épicerie, on accrochait des manteaux dans les vestiaires pour aller chercher un petit peu d'argent. Puis, d'ailleurs, Desjardins, c'est assez incontournable. Il faut en parler parce qu'il y avait un concours, ça s'appelait des avoirs au service des aides. Des avoirs au service des aides. Et on avait rempli un bus. Je me rappelle, on était monté à l'église à Saint-Urbain. Il y avait un vote pour supporter des projets. Puis on avait gagné une bourse de 10 000 $. Et puis, il faut le dire, on a un lien ensemble parce que tu as été là dès les débuts aussi pour la Caisse de Jardin. Et c'est ce soir-là, je pense pas que j'en ai déjà parlé, ce soir-là, nous, en fait, quand on est rentré dans le bus, on avait un hommage au Cowboy Fringant comme tête d'affiche. Quand on a gagné la bourse en redescendant, j'ai dit hey, là, on a de l'argent, on appelle les vrais Cowboys Fringants. Puis c'est vraiment ça qui a fait que la première édition, on a eu les Cowboys Fringants, puis le reste est l'histoire. Mais c'est important de le dire quand même, là, ça a vraiment été un point tournant.
Et pour revenir à ta question, oui, c'est ça. C'était du bénévolat pendant à peu près 4 ans. 4 ans. Donc, je travaillais à Rêve d'automne, marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Donc, je prenais des contrats. Puis, tu sais, l'argent qu'on faisait, on la réinvestissait tout de suite dans le festival pour le développer. Là. Puis comment tu arrivais à concilier les deux, le fait de devoir travailler autour, mais de devoir aussi passer beaucoup d'heures à préparer ce festival-là? Ben, tu sais, je le faisais en dehors des heures de travail. Ouais. Puis il y a un moment où je travaillais pas, que là, je faisais juste ça. Mais tu sais, il faut dire aussi à l'époque, là, c'était vraiment plus petit. Tu sais, les 2 premières années, c'était une journée, Ouais. une scène, 5 groupes. Donc, on était loin De l'édition des des dernières 37 éditions. scènes et 120 spectacles. Oh, là. ouais. Donc, on n'est pas là. Mais donc, tu sais, je réussissais. Là, je le faisais le soir à temps perdu, les fins de semaine. Puis ça fonctionnait bien quand même. Puis on était une belle petite équipe, là, justement, Anne-Marie, Marc Veillette, qui est encore avec nous. Donc, tout le monde travaillait. Là, on était tous vraiment motivés. Puis ça nous tentait de le faire. Puis tout le monde s'impliquait. Là. C'est un beau début. Oui, quand même. Tu dirais, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as pu avoir dans tes débuts, justement, avec le festif? Ben, de m'accrocher à ça va marcher. Parce que moi, dès le début, je me disais, je voulais que ça soit gros, je voulais que ça soit mon travail, tu sais. Puis, tu sais, moi, à la base, j'ai toujours voulu vivre à Baie-Saint-Paul, tu sais. Je le savais, là, je veux, tu sais, puis je vais rester ici toute ma vie, sûrement. Pour moi, je me disais, c'est ça le moyen, tu sais. Si je veux vivre de ma passion puis rester à Baie-Saint-Paul, go, je vais y aller là-dedans. Mais tu sais, il y avait souvent des remises en question. Puis je voyais mes amis qui finissaient leur bac et tout ça. Moi, j'avais rien. Tu sais, j'avais pas fini mon cégep. J'avais juste un secondaire 5. Donc ça a été difficile au début. Les 2 premières années, tu sais, j'étais souvent... Je savais pas trop. Puis... fait que ça a été difficile d'avancer malgré que, tu sais, il n'y avait pas de résultats probants. Là, on faisait l'édition. Puis, tu sais, on faisait pas d'argent. Puis je me disais, crime, comment je vais faire pour me... Je suis très loin d'avoir un salaire quelconque. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu aussi beaucoup de, tu sais, un peu les préjugés, malheureusement. Tu sais, on a voulu déménager au centre-ville, la 3e édition. Donc, on était dans un petit parc, la première, 2e. On a voulu déménager le festival au centre-ville. Et là, il y a eu beaucoup de gens qui s'opposaient à ça. Donc, il y a eu des pétitions de personnes qui ne voulaient pas d'un festival de musique au centre-ville. Ouais. Même le conseil de ville était divisé. Donc, ça a été une autre épreuve, là, une autre étape, mais on a traversé ça la tête haute. On a réussi à aller au centre-ville. Mais je te dirais, les 3 premières années, de trouver notre place, de trouver comment, puis moi, me convaincre qu'il fallait que je continue, puis que je continue à être mobilisé avec ma gang. Là, c'était vraiment ça. As-tu eu un moment où tu as eu envie de tout lâcher ou c'était même pas une option pour toi? Pas tant, tu sais. Il y a une fois, on a fait un spectacle de lancement juste avant la première édition, puis ça n'a pas été... J'avais tellement des grandes idées, puis dans le concret, j'étais déçu, puis là, j'ai eu une remise en question, mais sinon, jamais. Puis même, je reviens sur les moments qui peut-être étaient plus difficiles, mais je revivrais tout ça, parce que ça a contribué à faire du festif ski. Tu sais, les pétitions des gens, ben, ça nous a permis de dire, OK, on est-tu vraiment prêt à aller au centre-ville? Oui, ça nous a permis d'être plus professionnels, on avait quelque chose à prouver. Puis les gens qui étaient pour le déménagement du festival au centre-ville, ben là, ils étaient pro-festif, puis ça a comme permis de mobiliser la communauté. Fait que, tu sais, dans toutes ces épreuves-là, au final, ça a résulté à quelque chose de positif. Ça a permis à votre organisation de grandir dans le bon sens, puis que les gens y adhèrent un peu plus aussi là-dessus. Ben oui, c'est ça, exactement. Ouais. Si on y va avec le volet, justement, tu nous parlais des avoirs au service des aides, là, du volet un peu plus financier. Comment ça s'est passé dans les débuts? Tu sais, toi, tu le disais, tu sais, un jeune de 21 ans qui arrive, qui construit un festival, qui ne sait même pas qu'il faut qu'au départ... il y a un nom qui existe en dehors de Clément Turgeon pour le soutien financier et les partenariats. Est-ce que ça a été quelque chose de facile ou... Ben, pas tellement parce que on n'avait rien, tu sais, je veux dire, on n'avait pas fait de première édition, on ne savait pas trop encore non plus. Tu sais, on a créé l'organisme fin novembre 2009, puis la première édition était en juillet. Donc, tu sais, on arrivait en janvier, février, mars, puis on n'avait pas de programmation, on ne savait pas trop où aller. Fait que c'est pour ça qu'on a dit on va tout faire de l'autofinancement. Donc, tu sais, je compte plus le nombre de fois qu'on a emballé de l'épicerie au IGA, vendu des macarons, accroché des vaisselles, vendre des citrouilles en porte-à-porte. Tu sais, on s'est monté peut-être un 30 000 juste avec ça. Puis là, ben, il y a eu avoir au service des aides, mais c'était tout. Là. Fait que, tu sais,
Puis c'était la première édition qui nous a permis l'année d'après de dire, OK, on va retourner voir des commanditaires. Là, on s'est fait un plan de visibilité Ouais. pour dire, tu sais, investissez dans l'événement. On a eu les Cowboys fringants, ça a bien été. Puis là, c'est comme ça. Tu sais, puis la première année, c'est souvent ça. Puis tu sais, s'il y a d'autres entrepreneurs, des jeunes qui veulent se partir en un organisme culturel comme ça, faut s'attendre que les premières années, c'est pas évident, puis il faut se débrouiller un peu avec les moyens du bord, mais ça finit par débloquer, là. Puis par rapport à aujourd'hui, là, avec la notoriété qu'on connaît maintenant au festif, c'est quoi la principale différence que tu peux voir pour le financement du festival? Ben là, tu sais, nous autres, ça a viré de bord maintenant. C'est nous qui se fait approcher beaucoup. Ouais. Tu sais, on s'est fait approcher. Tu sais, c'est l'exemple, on est en collaboration, exemple, avec Hydro-Québec. Mais c'est Hydro-Québec qui nous ont contactés il y a plusieurs années. Mhm. Donc là, ça a viré de bord, mais il faut faire attention parce que justement, il ne faut pas non plus se perdre et accepter tous les commanditaires qui viennent parce qu'à un moment donné, il y a des commanditaires qui ne collent pas non plus à notre ADN. Tu sais, C'est ça. Tu veux pas dénaturer non plus C'est ça, exact. l'événement. Exact, on veut garder un peu notre liberté de décision. Si on se colle des fois à certains partenaires, ça ne marchera pas. Tu sais, exemple, juste l'alcool, ben, tu sais, Microbrasserie Charlevoix, c'est notre fournisseur. On aurait d'autres commanditaires de bière qui viendraient, des gros commanditaires, mais on les refuse parce que ça dénaturerait un peu l'expérience de l'événement. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça, mais ça reste que, tu sais, l'événementiel dépend du financement, des subventions, là, présentement, sans faire de politique, là, mais tu sais, au gouvernement fédéral, il y a des changements dans les enveloppes, ça coupe. Tu sais, il y a toute l'inflation, ça fait que certaines entreprises font moins de ventes, ont moins de clients, fait qu'ils coupent leur budget. Fait qu'il y a, présentement, au moment qu'on se parle, il y a une genre de métamorphose de l'industrie. Les cachets coûtent plus cher parce que les artistes ont besoin de plus d'argent. Donc, tout ça nous force éventuellement à réfléchir à nouveau à notre modèle puis comment on peut continuer à avoir un festival rentable sans non plus taxer les festivaliers en mettant Assurer des billets inaccessibles. la pérennité, mais tout en gardant un festival qui est accessible pour tous un peu. Là. Exactement. Puis c'est un bon point, tu sais, parce que nous, il y a beaucoup de... On en reparlera, mais il y a beaucoup de gratuités, beaucoup de shows gratuits, puis ça, il faut le garder. Puis là, dans un contexte aujourd'hui où tout coûte vraiment plus cher, ben c'est challengeant pour nous là, de continuer à garder ce bel équilibre-là. Là. Puis dans le fond, tu sais, aller chercher justement du financement, des subventions, des partenariats année après année, tout ça, c'est comment pour toi? Ça représente combien de temps de travail là, dans une année pour Clément? Là? Ben, ça représente beaucoup, oui. Tu sais, moi, dans le fond, je fais la programmation et le financement. C'est mes deux gros morceaux. Le financement, en fait, les subventions, donc, tu sais, exemple, le ministère du Tourisme et tout ça, Oui. on fait des demandes. Des fois, on a des ententes sur 3 ans, mais on fait des demandes, sinon, annuellement. C'est quand même des gros morceaux. Il y a les redditions de comptes aussi. Donc, après, il faut faire un bilan pour recevoir un deuxième versement de ce financement-là. Commandite, la même chose. Puis c'est toujours du nouveau démarchage. Tu sais, des fois, il y a une commandite qui ne revient pas. Là, j'essaie d'en trouver d'autres. Donc, c'est toujours être alerte pour ça. Puis du financement, j'en fais à l'année. Tu sais, finalement, des fois, je confirme des commanditaires en juin pour l'année suivante. Oui. Donc, c'est tout le temps. Puis il y a le festival, il y a le Festival École. On est dans plusieurs écoles au Québec. Oui. On a le cabaret festif. Donc, ces projets-là sont répartis dans l'année. Ça fait que moi, je suis toujours en T'es toujours en mode festif, là. Oui, c'est ça. Je suis toujours en processus de demande de subvention, de commandite. On essaie de générer aussi, on loue du matériel. Donc, ça, c'est à l'année. Là. La dernière question financière du balado. Oui. C'est quoi le meilleur conseil financier qu'on t'a donné? Le meilleur conseil financier. Écoute, j'en ai. Parce que je suis pas un bon modèle, je prends des risques tout le temps. Puis en événementiel, c'est important. Tu sais, pour vrai, j'ai pas eu de conseils financiers tant que ça. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est un avantage que la personne à la direction générale soit aussi un peu la tête créative et aussi la tête financière parce que je suis capable de bien gérer mes risques. Tu sais, quand je prends des décisions de programmation, j'ai aussi ma tête budget. Puis ça me permet des années de dire je vais mettre plus en programmation, je vais jouer avec mes chiffres un petit peu. Des fois, je vois d'autres événements que la personne à programmation est une personne et la personne au budget est une autre. Puis les départements ne se parlent pas tant que ça. La personne doit garder son budget. Moi, je suis capable de jouer avec mes chiffres. Je suis capable de faire une belle gestion de risque.
Je te dirais, sans dire que c'est un conseil, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est l'importance d'avoir une contingence. En fait, d'avoir l'événementiel, c'est totalement imprévisible. Donc, il ne Ouais. faut pas essayer de se dire OK, ça me coûte 500 000, je vais faire 500 000, puis Mhm. ça va être correct. Il faut générer du surplus parce qu'une année, il peut y avoir de la pluie, tu peux vendre moins de billets, la programmation te coûte plus cher. Puis ça, ben, je l'ai appris vers la 4e ou 5e édition, puis j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, il y a 2 ans, on a fait un énorme déficit parce qu'il y a eu beaucoup d'orages, on a annulé des spectacles, Oui, c'est vrai. beaucoup de bris de matériel, puis si on n'avait pas ça, on était en faillite, là, tu sais. Fait que ça c'était important, puis ceux qui travaillent dans la culture le savent, dans l'événementiel, c'est important d'avoir des fonds comme ça parce que c'est totalement imprévisible, l'événementiel. Financièrement, on dépend de des subventions qui ne sont pas garanties à chaque année. On dépend de des billets, des ventes de bières Mhm. qui sont dures à prévoir. Puis souvent, tout notre événement est budgété. Puis des fois, on peut recevoir une subvention, on a 50 000 de moins, puis là, on n'a pas de plan B. Donc, Ouais. c'est ça, je pense, c'est tu sais, un conseil à donner, en fait, c'est d'assumer que c'est imprévisible, puis de s'assurer de se baquer dans cette D'avoir un imprévisibilité-là. certain coussin financier qui permet d'absorber Les pertes ou les pertes, tout le volet. Exact. Puis, tu Mhm. sais, si à un moment donné, tu te dis, ben écoute, je pense, tu peux réinvestir après ça dans la qualité de l'événement. Si à un moment donné, tu vois tu as un coussin insuffisant, ben là, ça te permet de réinvestir. Aujourd'hui, il y a tellement de festivals au Québec que c'est important aussi de toujours se Ouais. renouveler, se mettre à jour. Donc, ça apprend, nous autres, on investit à chaque année dans des nouveautés, des acquisitions pour rester compétitif. Quand tu as lancé le festival, pensais-tu devenir comme un peu un entrepreneur? Ou Ben, oui, sûrement. Puis, tu sais, même tu me le dis, puis on dirait, je me vois même pas comme un entrepreneur, alors que ça l'est, Ben oui, sûrement. Mais je sais pas, ça s'est fait naturellement, tu sais. naturellement. Puis, c'est dur à expliquer, mais j'ai tellement une flamme intérieure j'aime tellement la musique, j'aime tellement Baie-Saint-Paul, les deux réunis ensemble, on dirait que ça y va naturellement, tu sais. Puis j'ai de la misère même à voir ça comme un travail encore aujourd'hui, là, tu sais. Puis ça peut être dur à croire, là, mais c'est vraiment le cas. Là, c'est rare que je me suis levé le matin et que je me disais comme faut que j'aille travailler, ça me tente pas. Fait que c'est comme venu tout seul un peu. Fait que oui, entrepreneur, mais je sais pas, je me suis juste laissé porter là-dedans, puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, exactement. À un moment, ton père a déjà dit en entrevue par rapport au oui, par Vas-y. rapport au festival, il a déjà dit pour voir le soleil, il faut pelleter des nuages. Oui, c'est vrai, c'est une grande déclaration de mon Oui, père. c'est ça qui Ouais. a passé dans certains événements, même de Desjardins, Oui, il c'est avait vrai. passé l'entrevue. J'imagine là qu'au début, tu as dû en pelleter quelques-uns des nuages pour voir le soleil. Est-ce que tu as eu de l'aide là, pour Ben faire oui, tout ça? Puis oui, tu sais, qui sont les personnes qui ont cru en toi là, dès tes débuts puis qui ont pu vraiment t'aider là-dedans? Là? ben, tu sais, puis je me sens égoïste. Je parle au jeu parce que là, c'est le Oui, contexte du du podcast, podcast, évidemment. effectivement. Mais, tu Mais sais, on sait que c'est toute une équipe aussi. ben, Là. exact. Tu sais, Ouais. puis Anne-Marie en premier, parce Anne-Marie Dufour est là depuis les Oui. premiers jours. Donc, Mhm. depuis les premières rencontres, c'est une des premières personnes à qui j'ai dit faut faire un festival. Fait qu'elle est là depuis le début, est encore là aujourd'hui, à temps plein sur le festival avec moi. Elle comprend l'ADN du festival. Tu sais, j'ai Elle croit besoin autant qu'elle. que toi. Là. C'est ça, je suis content qu'elle soit là. Puis, tu sais, elle est indissociable de l'événement. Fait que, tu sais, ça, Mhm. d'abord et avant tout, toute l'équipe autour actuellement, puis tous ceux qui ont passé. Tu sais, il y a eu tellement de monde qui ont travaillé pour le festival. Je reparlais de Marc, tu sais, qui est sur notre CA, qui est là Oui. depuis 15 ans. Ça, c'est quelqu'un qui c'est important de l'avoir. Puis le conseil d'administration complet sont là pour nous guider. Ma famille, vraiment, là, tu sais, mon père, ma mère, mon frère, la blonde à mon père, le chum à ma mère, ma belle-sœur, mon cousin, toute ma famille participe encore aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est essentiel, tu sais, c'est important. On a une gang qui s'appelle les Guerriers. C'est des messieurs retraités, des amis à mon père qui travaillent à l'année dans l'ombre à construire des modules de jeu, plein de choses. Puis il y a tellement, tu sais, on faisait on a fait le décompte. On a eu à peu près, je dirais, peut-être 2500, 3000 bénévoles au fil des 15 ans Wow. qui ont collaboré. Fait que, tu sais, le festif, c'est un peu tout le monde. C'est la communauté, les partenaires, les citoyens. Mm. Donc, tu sais, c'est un tout qui fait que ça fonctionne. C'est vraiment un élément très important, ça, du festival, les bénévoles. Comment tu fais, dans le fond, année après année, pour aller chercher l'engagement de ces gens-là?
Déjà, à la base, je pense qu'il faut cultiver le sentiment de fierté un peu. Faut qu'ils comprennent qu'ils font partie de l'événement puis qu'ils font partie du succès du festival. Donc ça, c'est super, super important. Il y a, tu sais, on travaille fort pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance Mhm. des locaux au festif. Fait que ça, on a une grosse participation. Ceux de l'extérieur, honnêtement, ça, c'est une réponse plus technique, c'est qu'on fait beaucoup d'incitatifs. Donc, l'hébergement est dur à trouver pendant le festif. Donc, ceux qui s'impliquent, il y a un camping des bénévoles. Donc, ils ont un endroit, il y a des incitatifs, des billets gratuits, tout ça. Donc, ça aide beaucoup à avoir de la rétention de gens de l'extérieur aussi. Des gens qui vont venir participer au festival, passer à réussite, mais aussi pouvoir profiter Exact. autant des installations que de certains spectacles, là, Ben, j'imagine. Là. c'est ça, exact. Puis, tu sais, Mhm. les locaux, tu sais, les gens de Charlevoix aussi, là, il y a des. On les gâte, là, parce que c'est important. Là. Tu sais, sans des bénévoles au bar, on fait pas de on vend pas. Fait que, voilà, c'est super. C'est essentiel. Puis, tu sais, dans le fond, le festival, autant le festif que toi, vous êtes Ouais. quand même assez impliqués dans la communauté. Tu sais, au début, tu disais, bon, mais tu travaillais pour le marché de Noël, mais au fil des années, tu sais, le festif, c'est quand même impliqué avec le marché de Noël. Vous êtes impliqués à certains moments dans Rêve d'automne. Tu sais, l'année dernière avec l'année dernière, oui, c'est l'année dernière avec les inondations. Vous Ouais. avez créé un groupe de bénévoles. Est-ce que pour toi, c'est comme une façon de redonner à la communauté qui est derrière toi pour le festif depuis 15 ans? Ou? Ouais, vraiment. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, en dehors de ça, c'est le désir. Tu sais, c'est ça, comme on dit, on est enraciné ici. Fait que, tu sais, l'exemple Oui. des inondations, quand on voit que quelque chose comme ça qui se passe, qui vient brasser notre milieu, tu sais, on veut aider à la mesure de nos moyens. Là. Fait que ça vient naturellement, tu sais. Puis, tu sais, l'exemple des inondations, c'est un bel exemple de, tu sais, on a le pouvoir de mobiliser des gens, des bénévoles. Oui, Donc, c'est tout à l'avantage, notre avantage de dire, tu sais, mettons notre expertise à profit, puis aidons les gens. Puis, tu sais, nous autres, on a comme un peu recréé notre structure de festival pour faire une gestion de crise, puis ça a bien fonctionné. Tout le monde, ça a profité à la ben, c'est communauté, ça. puis votre expertise a pu être Exact, bénéfique exact. pour les Puis, gens. ben, c'est ça. Puis, tu sais, encore, tu sais, le festival école, c'est parti de ça un peu. On Oui, s'est dit, tu sais, on a des bons contacts avec le milieu artistique, faisons profiter les jeunes. Puis, le festival école est venu comme ça. Là. ça se passe comment, le festif à l'école? Ça va super bien. Là, on est cette année, on est dans 80 écoles, là, un peu partout au Québec. Donc, Wow. ouais, il reste, on est dans presque toutes les régions administratives, sauf l'Abitibi et le nord du Québec actuellement. Donc, on est vraiment partout. Là, on est en renouvellement. On essaie de trouver du financement parce qu'on n'a pas de financement récurrent. Donc, je ne connais pas l'avenir de l'événement, mais présentement, ça va super bien. On fait des ateliers aussi avec les jeunes. On enregistre des chansons directement avec une douzaine de jeunes 2 fois par année. Ça va super bien. Là, j'en perds même le fil. Je ne sais même pas on est où cette semaine au Québec dans les écoles, mais on est quelque part. Les jeunes, la réception est bonne pour les jeunes qui accueillent des artistes comme ça Oui, dans vraiment les beaucoup, écoles. vraiment. Puis, Oui, tu sais, il ne faut pas sous-estimer que c'est pas tout le monde qui a accès à la culture. tout à fait. On va dans des écoles qui n'ont pas de salle de spectacle à moins de 100 km ou des écoles que les jeunes, tu sais, ils n'ont pas le budget pour sortir, C'est voir ça. des spectacles ou, tu sais, ils sont trop jeunes. Fait que ça, on leur apporte des shows directement, puis c'est vraiment le fun. Tu sais, on voit souvent des jeunes qui c'est leur première expérience de spectacle à vie, puis c'est vraiment beau à voir. Donc, ça, on continue. Puis ça nous permet aussi comme j'appelle, de solidifier notre organisme puis de pouvoir travailler à l'année aussi. Tu sais. Mhm. Là, on est 6 présentement qui travaillent à l'année. Fait que ça, c'était mon objectif plus tu sais, business un peu, c'est de trouver comment réussir à pérenniser nos ressources. Ouais. On ne peut pas avoir 6 personnes à l'année pour le festival. Donc là, en ayant ces projets-là parallèles, ben là, on peut travailler à l'année À plusieurs. l'année, Ouais. à plusieurs personnes. Euh, si tu avais, mettons, une jeune personne de 21 ans devant toi qui veut démarrer un projet comme ça, mais qui n'ose pas se lancer, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, je dirais tu sais, on n'a rien à perdre à 20, 21 ans d'essayer des choses. Puis, tu sais, moi, c'est toujours ça que je m'étais dit. Je m'étais dit, je l'essaye, tu sais. Puis, je l'avais dit à mes parents, parce que, tu sais, mes parents, quand je leur ai dit, je lâche l'université, je pars à un festival de musique Oui. à Baie-Saint-Paul, c'était comme. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, je dirais, tu sais, de profiter de votre jeunesse, justement, un peu, puis de la naïveté du début vingtaine Mhm. pour se lancer là-dedans. Puis, tu sais, si vous êtes passionné par ce que vous faites, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là. Donc, tu sais, lancez-vous. Je ne sais pas comment être plus clair que ça, mais faites-le, puis il va être trop tard il ne sera jamais trop tard, mais tu sais, ça se peut qu'à 35, 40 ans, vous dites, j'aurais donc dû à 20 ans faire ce projet-là. Tu sais, moi,
maintenant, je vois tout ce que ça accomplit, puis je me dis, crime, je suis content de m'avoir écouté quand j'avais 20-21 ans. Donc, lancez-vous, puis permettez-vous peut-être de faire des erreurs au pire. Ça se peut que vous fassiez des erreurs, mais continuez quand même à le faire pour que ça fonctionne. Mais c'est ça, écoutez votre cœur, finalement. Une erreur, c'est pas nécessairement mauvais en soi. C'est un apprentissage, souvent. Ben oui, exact. Puis c'est ça que j'essaie de me rappeler tout le temps. Des fois, je suis bien découragé, on a des mauvaises nouvelles. Puis là, j'essaie de me dire, ça fait partie de la game, finalement. Ouais. Tu parlais d'entrepreneur, mais c'est ça, tu sais. Un entrepreneur, les mauvaises nouvelles, c'est toi qui les accueilles puis qui doit dealer avec ça. Exact. Puis c'est jamais rien de prendre pour acquis. Tu sais, je fais le financement, je suis toujours à la recherche de trouver du nouveau financement des projets parce que je me dis, on va peut-être avoir des coupures, je vais aller les chercher ailleurs. Donc, faut jamais rien prendre pour acquis. Le festival, à chaque année, moi, je repars quasiment avec une feuille blanche. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change? Puis ça, c'est important de toujours jamais rien prendre pour acquis, rester curieux aussi. Tu sais, j'écoute de la musique tout le temps, puis je me force. Là, tu sais, il y a une couple d'années, j'écoutais pas de rap du tout. Puis j'étais comme, j'aime pas ça le rap, mais je voyais bien que le monde voulait du rap au festif. Fait que je me dis, je vais en écouter. Puis là, je me suis mis à aimer ça. Donc, il faut toujours rester curieux aussi, puis rester connecté, ouvert. Ouais, exactement. Es-tu allé chercher dans tes débuts de l'aide ou des conseils d'autres personnes qui avaient plus d'expérience que toi dans les festivals, ou tu t'es laissé guider par ton instinct? De temps en temps, mais je suis plus du genre, tu sais, j'allais beaucoup voir sur des sites web, c'est niaiseux, mais tu sais, j'allais dans la section, exemple, commanditaire d'un festival, puis je voyais, OK, ils vont chercher telle commandite. OK, eux, ils ont un partenaire, un journal qui est partenaire. Ah, ben je vais aller voir le Charlevoisien. Donc, il y avait beaucoup de ça, là, de recherche. Tu sais, je discutais, oui, avec des gens, entre autres Dominique Marié à l'époque de la Chante-aux-Fêtes, qui était à Saint-Siméon. Donc, je suis allé chercher un petit peu de conseils comme ça, mais je suis allé aussi un peu sur selon ce que je pensais. Puis, après la 3e édition, à peu près, je suis allé faire un cours au Collège Mérissi en gestion d'événements. OK. Donc, c'était beaucoup, je vais vous avouer, pour rassurer mes parents, parce que j'étais encore bénévole après 3 ans, puis je vivais encore dans le sous-sol à Claudette. Fait que c'était... fait que je suis allé faire ça. Ça m'a aidé beaucoup au niveau de la comptabilité. Parce que le reste, ça me permet en fait de confirmer que je faisais les bonnes choses, que j'étais capable de gérer mes affaires. Puis ça m'a aidé en comptabilité à comprendre l'importance des chiffres. Parce que la première, deuxième, on avait à peine de budget, c'était sur le coin d'une table. Fait que là, ça m'a permis de mieux me structurer là-dessus. Puis c'est un bon exemple de dire que, tu sais, c'est pas parce qu'à un moment, tu arrêtes l'école puis que, tu pars un projet que c'est pas toujours le moment de retourner avec ce qui est ta passion pour dire aller confirmer tes choses. Puis à partir du moment où est-ce que tu sais que c'est ta passion, bien, c'est plus facile, en tout cas, à mon avis, à moi, d'étudier puis d'apprendre parce que tu as un bagage qui est là aussi en arrière-plan, là. Ben oui, c'est clair, c'est ça. Écoutez, je veux pas faire la promotion du décrochage scolaire. Non, absolument pas. Mais pour les gens qui auraient, pour une raison X, Y, Z, des fois, c'est juste une question aussi pour certaines personnes de sous pour partir à l'extérieur, pour aller à l'université, puis se dire, bon, mais j'ai pas les moyens nécessairement, mais il est jamais trop tard. Ben non, en fait. C'est plus ce message-là qu'on... C'est ça, tu sais, puis c'est l'exemple. Comme je disais, jamais trop tard, tu sais. Moi, ça allait bien, puis je me suis quand même dit, go, je vais aller faire des études, puis ça va, tu sais, j'aurai toujours ce backup-là. Exact. Peu importe ce qui arrive, j'ai mon attestation au Collège Mérissi, puis voilà, tu sais, puis il n'y a pas de bon modèle. Est-ce que, tu sais, j'aurais peut-être que j'aurais pas décroché à l'université puis le festif en serait à la même place aujourd'hui. Tu sais, c'est dur à dire. Là. Fait que, mais c'est ton histoire à toi. Ben, exactement. C'est comment, là, une année dans la vie de Clément Turgeon, là, à partir du lendemain d'un festival jusqu'à la première journée où... Ben, la première semaine, tu sais, j'étais en genre de dépression post-festival. C'est pas une vraie dépression, mais tu sais, on le vit tout. Là, j'ai un crash d'énergie parce que on vit toute l'année tu sais, moi, je vis toute l'année à imaginer la prochaine édition, à être stressé, à checker la météo, à regarder le budget, puis tout ça. Fait que, mettons qu'on part du lendemain du festival, là, j'ai un petit high, après ça baisse. Là, on est une couple de semaines off, puis après ça, c'est de fermer l'édition qui vient de passer. Donc, tous les post-mortem, les bilans qu'on envoie aux commanditaires, aux subventions, les revues de presse. Puis là, je dis ça, il y a Stéphanie aux communications qui gère vraiment ce volet-là. C'est pas tout toi qui fais ça. Là. Ben non, exact. Puis, Anne-Marie, exemple, elle va
tout faire les suivis de paiement des groupes. Anne-Marie gère tous les contrats, les besoins d'hébergement. Donc, tout le monde fait ses suivis. Guillaume fait ses suivis de fournisseurs, Florence aussi. Puis moi, en fait, mon automne est un petit peu plus dédié au festif à l'école au début. OK. C'est donc de finaliser la programmation, parce que quand le festif finit, 2 mois après, on commence les tournées. Oui. Donc moi, je reviens, puis vite, je tombe dans le festival à l'école, je confirme les artistes, j'attache les derniers budgets, le financement et tout ça, on lance l'édition. Pendant ce temps-là, il y a le cabaret festif, qui est notre volet concours, qui se prépare. Anne-Marie est beaucoup là-dessus. Oui. Florence est sur le festival école. Donc, quand le festival école est commencé, moi, je tombe sur le festif. C'est beaucoup... je commence beaucoup par brainstorm avec moi-même sur les sites, les scènes, les concepts, revenir sur l'année passée, commencer à faire de la recherche musicale tranquillement. Donc, je commence à booker super tôt à l'automne. Donc, c'est beaucoup... à l'automne, il y a beaucoup de ça. Il y a des étapes, il y a beaucoup de subventions de commanditaires qui se fait aussi à l'automne. Donc, je réactive le dossier finance en même temps que le dossier programmation. Je me donne du temps aussi pour voyager. Donc, je vais toujours dans un festival international l'automne, puis un à Montréal. Donc, souvent, ça s'appelle Pop Montréal. Donc, je vais voir ce festival-là. C'est beaucoup des artistes émergents. Puis, je vais, tu sais, il y a 2 ans, je suis allé en Islande. L'année passée, à Amsterdam, aux Pays-Bas, là, il y a quelques mois. Wow. Puis je planifie sûrement d'aller au Texas l'automne prochain. Donc, je me garde du temps pour faire du repérage. J'écoute beaucoup de musique. Puis, ben, tu sais, bon an, mal an, c'est aussi, tu sais, juste vu que je suis directeur général, il y a les directeurs, directrices de département, c'est beaucoup de suivi là-dessus, renouvellement de contrat. Puis là, ben, plus ça avance automne à hiver, plus je deviens stressé par la programmation. Donc là, je me mets sur la programmation beaucoup. C'est beaucoup ça, là, tu sais. C'est du développement aussi, donc je fais beaucoup aussi de la veille de ce qui se fait ailleurs. Les programmes de subvention, tous les programmes qui sortent, je les analyse, je regarde, est-ce qu'on dépose un projet, ça marche avec le festival, de la représentation aussi, donc je rencontre autant les députés que des partenaires, je fais des tournées à Québec, Montréal pour aller rencontrer l'Auto-Québec, Hydro-Québec, donc il y a beaucoup de ça aussi. Puis à travers tout ça, ben, le centre de ça, c'est la musique. Donc, même quand je travaille sur des demandes de subvention, j'écoute de la musique pour toujours me mettre à jour. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'écoute. Plusieurs heures par jour, presque. Pas 7 jours sur 7, mais beaucoup. Là. Depuis que j'ai des enfants, j'en écoute moins. Mais il y a ça qui est toujours en trame de fond. Puis le soir aussi, quand mes enfants dorment, je me mets un vinyle. J'écoute beaucoup de musique aussi pour toujours essayer de trouver des nouveaux artistes. Là. Tu parles de tes enfants et Ouais. tout ça. Quand tu as commencé le festival, tu avais 21 ans. Tu pouvais, pendant le temps du festival, être là en tout temps et tout ça. C'est comment maintenant d'être un directeur de festival et la conciliation travail-famille? C'est conciliation. Tu sais, ma première fille, je l'ai eue à la 5e édition. Je pense que j'avais 27. Donc là, elle est rendue à 8 ans et demi, ma plus jeune, 5 ans. Donc, puis là, ils comprennent un peu c'est quoi le festif plus. Là, ils ont du fun, puis ils me posent des questions des fois là-dessus. C'est conciliation, évidemment, mais c'est aussi, j'ai une épouse exceptionnelle qui comprend que, tu sais, il y a des moments dans l'été, je deviens, tu sais, j'étais un peu absent, là. Ça donne bien parce qu'elle, sa famille est à Vancouver. Donc, souvent, ma famille, mes enfants vont quelques semaines à Vancouver. Puis comme ça, moi, je peux livrer l'événement. Mais c'est vraiment, tu sais, puis j'ai modifié un peu mes choses. Je vais voir un petit peu moins de spectacles. Mais ça reste que c'est la réalité. Si je veux aller découvrir de la musique, c'est le soir tard. Donc, C'est ça. faut s'adapter. Je sais que ça impacte le moins, évidemment, la vie de famille. Mais tu sais, après ça, faut le reconnaître que, tu sais, mon épouse est là pour les moments où je suis absent à ma famille aussi. Donc, voilà, mais plus le festival avance, moins, ben pas moins j'ai de responsabilités, mais plus les responsabilités sont partagées. Puis je fais pas du 80 heures semaine. C'est ça, tu es capable d'avoir une équipe autour de toi qui te supporte dans les différentes facettes de l'organisation du festival. Là. Ben oui, tu sais, puis c'est, ben oui, effectivement, puis c'est super important de s'entourer. C'est le secret. Tu sais, moi, à la 8e édition, je faisais encore toute la logistique toute seule. Puis pendant l'événement, c'est la dernière année que c'est comme ça, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, puis c'est le secret, l'équipe, là, c'est absolument essentiel. Tu te retrouves à booker des artistes jusqu'à quand dans ton année?
Jusqu'à la dernière minute? Oui, tu sais, pour mettre en contexte, en tout cas, au moment qu'on se parle présentement, Oui. le lancement est dans 3 semaines, puis il me reste encore une quinzaine d'artistes. Puis même jusqu'à la dernière minute, on a des spectacles surprises. Oui. Donc ça se confirme jusqu'à la fin. Là, exemple, l'année passée, on a eu un spectacle solo au piano de Claude Pelgag au milieu de la rue avec Ici Musique. Puis on a booké ça dans les semaines avant le festival. Là, donc c'est jusqu'à la fin. Je raconte toujours la même anecdote, mais on a eu une année, on avait un spectacle surprise de Patrick Watson qui devait être sur un certain site. Puis le jeudi du festival, je suis allé parler au propriétaire du Tony Charlot. Puis Patrick Watson était là, puis là, je me suis présenté, puis j'ai dit on va se voir au spectacle, nanana. Puis là, j'ai dit c'est plate, je voulais te faire au bout du quai, puis ton agent voulait pas. Puis là, lui, il a dit ben voyons, j'ai jamais été mis au courant, moi, je veux jouer au bout du quai. Donc là, en 10 heures avant le spectacle, on a changé le site, on a fait livrer un piano au quai. On l'a fait, puis c'est un des moments magiques des 15 ans. Là. Donc, ça se joue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. T'es stressé jusqu'à la fin. Là. Exact. Puis, tu sais, on essaye. Puis là, l'équipe maintenant le sait. Ah, Clément va peut-être arriver avec des affaires dans la minute, mais c'est correct aussi. Ça fait partie un peu de l'ADN du festival. On est spontané, puis on garde ça jusqu'à la fin. Est-ce que c'est une belle fierté pour toi de voir que tu es parti de rien il y a 15 ans, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui avec le festif? Ben oui, effectivement. Puis il y a plein de choses qui me rendent fier. Un, d'avoir suivi mon... j'ai gardé mes valeurs à travers ça. Je suis resté proche des gens. Puis quand je vois à l'épicerie, tout le monde qui me dit salut, je suis content, j'aime la communauté. Fait que ça, c'est ma fierté à moi, c'est beaucoup ça, là, c'est d'être resté comme intègre avec moi-même malgré le succès de l'événement. Ce qui me rend fier aussi, c'est de voir tous les... Il y a tellement de monde de l'extérieur qui connaissent l'événement. Il y en a de partout. Ça commence à se parler même au niveau national et tout ça, le succès de l'événement. Donc ça me rend fier que tous ces gens-là convergent vers Baie-Saint-Paul le temps d'une fin de semaine. Ouais. C'est vraiment le fun. Donc oui, c'est sûr que c'est une fierté, là, puis je le savoure, puis je le disais tantôt, mais moi, je suis autant passionné qu'au premier jour. Puis ce que je suis content, c'est d'avoir commencé ça jeune. J'ai 36 ans, puis on est à la 15e, puis je veux me rendre, je le dis, je veux me rendre à la 40e, donc je me donne jusqu'à 62 ans. Donc... il y a encore un bel avenir pour le festival. Voilà, il en reste au moins 25. Puis ça, je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce que j'aimais puis de savourer chaque instant. Fait que je suis un homme profondément heureux au quotidien parce que j'aime ça. Puis j'ai l'impression, à ma façon, de contribuer à la musique en général. Dans le fond, je fais partie de cet écosystème-là. Puis on aide les artistes. Puis ça, c'est le fun d'appartenir à la grande famille musicale, finalement. Là. Wow! C'est le fun, ça me remotive. Ouais, on te sent toujours aussi passionné. Oui. Est-ce que tu as des personnes qui sont des inspirations pour toi, des modèles qui te suivent depuis longtemps? Puis que... souvent, je reviens, il y a une personne, un de mes amis que j'ai perdu à 18 ans, 19 ans, qui est un ami important, puis qui, lui, c'est lui qui m'a fait découvrir Kiss. Je reviens à ça. C'est une personne, souvent, je reviens à ça, puis je repense à lui, puis je me dis qu'il fait partie de ce succès-là, même s'il n'a pas connu l'événement. Il est décédé 2 ans avant la première édition, mais on dirait qu'il fait partie... J'y pense des fois, puis je me dis, toute la chance qu'on a eue, j'ai le goût de me dire qu'il fait partie de ça quelque part. Donc, je reviens souvent à lui, Thierry Bouchard, qui c'est son nom, et qui est un musicien qui m'a vraiment comme fait découvrir ce mode de vie-là musical. Donc, je repense souvent à lui. Puis sinon, il y a beaucoup de ma famille là-dedans aussi. Là, je pense pas que j'en serais là sans mon père et ma mère. Donc, c'est important. Là. Ça fait partie des personnes Papa et maman, que j'aime beaucoup. Tu le disais dans tes débuts, au début, il y avait des fois, quand vous êtes arrivé dans le centre-ville, c'était un petit peu plus difficile. Il y avait des gens qui ne voulaient pas nécessairement de ça. Comment on réussit à avoir l'adhésion d'un aussi grand nombre de personnes dans une région comme Charlevoix pour le festif? Ça prend, je pense, une bonne dose de leadership, mais comment tu as réussi à ce que ça fait partie de l'ADN maintenant de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix? Là? Je pense que ça prend beaucoup d'humilité parce que chaque petit geste est vraiment essentiel. Là, de la patience, beaucoup. Quand il y a eu l'histoire au centre-ville,
Il y a beaucoup de gens qui nous ont manqué de respect, mais nous autres, on l'a toujours fait de façon professionnelle. On n'a jamais manqué de respect à personne. On le fait, tu sais. On a toujours été ouverts. On se disait, ils ont des raisons d'avoir peur, on comprend, tu sais, ils ne sont pas Ouais. habitués d'avoir cet événement-là. Fait qu'on, tu sais, on respecte sincèrement les gens d'ici. Tu sais, j'en ai vu des promoteurs là, qui sont débarqués, pas nécessairement ici, mais dans d'autres régions, avec leurs gros sabots un peu, puis ils n'ont pas écouté les besoins de la communauté, puis ils ont dit, nous autres, on fait un gros festival, on fait ça là, puis les chialeux, ils se coucheront demain, puis nanana. Fait que, tu sais, déjà, je pense de respecter la communauté, là, ça fait D'être à partie l'écoute. Ben, c'est ça, Mm. d'être à l'écoute. On a refait une assemblée là, citoyenne l'année passée, puis tu sais, on était super ouverts, on était super à l'écoute. Donc ça, je pense que c'est vraiment la base, tu sais, puis c'est de le faire pour les gens d'ici aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gratuité, tu sais, 50% de l'offre est gratuite. Tu sais, moi, je le sais qu'il y a beaucoup d'artistes que les gens d'ici ne connaissent pas puis sont pas intéressés, donc on s'assure qu'il y ait des artistes accessibles puis qu'il y ait des spectacles qui sont gratuits. Ça, c'est essentiel pour que les gens d'ici ne sentent pas que tu sais, ils sont mis de côté, puis fait on s'arrange qu'ils participent le plus possible. T'sais, on s'implique, on donne plein de billets à plein d'organismes communautaires partout, autant les Ouais. nouveaux arrivants que la Maison des jeunes. Fait que, on essaye de prouver année après année que la communauté est importante, puis c'est pas juste comme une belle phrase que je dis dans un podcast. Dans un podcast. Qu'est-ce Exact. que tu aimerais laisser comme héritage? Ben, j'espère que le festival va être immortel. J'espère que ça va quand je vais décider de quitter un jour, ça va continuer. J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'aimerais ça aussi de plus en plus. Tu sais, créer, moi, à l'époque, en fait, quand j'avais 15-16 ans, ce qui a forgé aussi mon date, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de groupes de musique, beaucoup d'artistes. Puis il y en a de plus en plus maintenant, mais j'aimerais ça trouver une manière, à un moment donné, d'aider les jeunes à se starter en musique, puis de restimuler ce milieu musical-là à Baie-Saint-Paul qu'il y avait à l'époque. Fait que, tu sais, mais, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que si le festif peut survivre à Clément et à Anne-Marie et à toute cette gang-là, je serais super content. Puis, tu sais, si ça peut créer d'autres... Ben, ça en crée déjà, tu sais, ça crée déjà d'autres initiatives. Il y a des gens qui déménagent ici après avoir connu le festif. Fait que, tu sais, je voudrais juste que tout ça continue sur la bonne voie. Ton plus grand rêve pour le festif, c'est quoi? Mon plus grand rêve. Jean Leloup. Oh! On me dit souvent ça. Oui, Mais ça sort souvent. c'est plus ça. J'ai Non. décroché de Jean Leloup. Ceux qui ne savent pas, ça fait 15 ans qu'on essaie de l'avoir, Ouais. puis tout le monde veut l'avoir. Mon plus grand rêve, c'est que le festif continue d'être ce qu'il est là, tu sais, que ça soit audacieux, qu'on se renouvelle tout le temps, qu'on le fasse, qu'on respecte, tu sais, qu'on pense toujours à notre clientèle, comment leur faire vivre des belles expériences, qu'on continue à défricher des nouveaux artistes, tu sais. Je voudrais pas un jour arriver, soit moi, puis à un moment donné me dire « Hey, on a perdu complètement l'essence du festival. Tu sais, moi, je pense jamais tant que ça à l'argent quand je le fais. Je pense à la qualité de l'expérience. Donc, mon rêve, en fait, c'est que ça reste ça. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas à rêver à plus que ça. Tu sais, je trouve que là, le festival est arrivé à ce qu'il doit être, là, à sa maturité. Donc, j'espère juste que ça va continuer comme ça. Tu sais, à la limite, à un moment donné, j'aimerais mieux que le festival arrête plutôt qu'il perde son ADN. Tu sais, fait que c'est vraiment ça mon rêve, c'est que juste que le festival reste ce qu'il est. C'est un beau rêve. Oui, quand même. La 15e édition s'en vient. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ça serait Écoute, une belle édition? Oui, tu sais, on n'est pas tant, nous autres, anniversaires, parce qu'à chaque année, on se renouvelle, on trouve des... On fait chaque édition comme si c'était... Fait que, comme si elle était autant importante que la 15e. Fait que, tu sais, on continue là-dedans. Il va y avoir des nouveaux sites, des nouvelles séries. On a parlé des jams de l'arrière-pays. Donc, c'est une série. On va avoir une trentaine de musiciens folkloriques de presque toutes les municipalités de Charlevoix qui vont venir jouer de la musique, faire des spectacles pour la population puis pour les festivaliers. On va faire une expo photo avec ça. Donc, il y a un beau projet qui s'en vient. On a les expériences d'écoute qui reviennent. Donc, on fait écouter des albums en primeur aux gens. Wow. On va avoir des nouveaux sites, potentiellement des nouveaux espaces que je peux pas, c'est pas confirmé, mais tu sais, il y a un renouvellement. On a beaucoup d'artistes internationaux aussi. On en a 18, 19 à peu près, d'un peu partout sur la planète. Donc, ça va être encore très, très, très diversifié. On va avoir aussi un documentaire éventuellement qui va s'en venir, là, qui a été tourné par une équipe au 13e. Donc, puis ça va s'en venir. Normalement, on aimerait le lancer pendant le 15e. Donc, il y a ça qui s'en vient. Il y a plein de belles choses aussi.
Donc, ça va être une belle édition. Puis, tu sais, je le dis, le redis, les gens qui viennent au festival, oser découvrir de la musique. Moi, je travaille bien fort à en découvrir et à en programmer. Il y a des groupes que, tu sais, moi, je le sais que c'est fou qui viennent à Baie-Saint-Paul. Là, tu sais, c'est des groupes qui tournent beaucoup, beaucoup, puis qui viennent des fois gratuits dans la cour du presbytère. Donc, tu sais, ça, je le dis aux gens plus que jamais, tu sais, prenez le temps, puis regardez la programmation, puis dites-vous, je vais au moins aller voir un groupe que je connais pas, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de découvrir en même temps que tout le monde. Moi, c'est ce que j'aime, tu sais, je vais voir les shows au festival, là, je me mets en arrière, puis la meilleure chose, c'est quand je vois le monde se regarder puis se dire, OK, c'est malade, ce groupe-là. Fait que, tu sais, soyez curieux, puis ça nous aide juste à continuer à être curieux, nous autres aussi. Là, effectivement. Ouais. Ça, c'est une belle chose d'être curieux puis de se permettre ça, de découvrir à chaque année un ou deux artistes qu'on Exact. connaît pas puis de se laisser porter par un univers. Tu sais, quand tu portes pas d'attente, à mon Ouais. avis, c'est là que tu vis les plus belles expériences de spectacle. Là. Ben oui, exactement. Exactement. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis, tu sais, tu disais dans mes rêves aussi, ça en est un, ça, là, tu sais, de voir qu'on a un impact sur la consommation musicale des gens-là, tu sais, Ouais. d'aller découvrir, de supporter la relève et tout ça. Je pense que c'est bien important. Là. Finalement, Clément, j'aimerais savoir quand on arrive à l'ampleur actuelle d'un événement comme le Festif, puis que, tu sais, jeune, tu rêvais à ça, puis t'arrives à ce point-là, il te reste quoi à accomplir? Ben, plein de petites affaires, je pense. Je sais pas. Écoute, je suis tellement. Je suis très. Je vais selon mes. Je sais pas comment dire ça, mes inspirations. Là, fait que j'ai pas de plan. T'as pas de plan pour... Je l'ai jamais eu. OK. Tu sais, puis je le dis ouvertement, en fait, je suis TDAH. Donc, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je prends des décisions vraiment comme de même. Là. Je pense que ça fait partie, c'est une des particularités de ce type de personne-là que je suis. Fait que j'ai aucun plan, puis je n'ai jamais eu pour le festif, honnêtement. Mon conseil d'administration n'aimerait pas ça que je dise ça, mais parce qu'on vient de faire un plan stratégique sur 5 ans. Fait qu'on en a un peu. Mais dans le sens que, fait que tu sais, j'ai pas de plan plus que ça présentement. Je fais juste continuer, puis on verra. Mais ce qui est sûr, tu sais, j'ai pas de comment je dirais ça, de désir professionnel. Tu sais, mon but, c'est pas de dire dans 5 ans, je vais travailler à Montréal, dans un, tu sais, ou à Oshiaga, je sais pas quoi. Là. Tu sais, mon but, c'est de rester ici. Fait que, tu sais, je vais année après année. De continuer à faire évoluer le festif. C'est ça. Mais tu sais, je suis pas blasé. Tu sais, moi, je me dis pas, hey, là, le festival est rendu gros. Là, ça fait 15 ans, je vais aller vers un nouveau défi. Faut que je passe à autre chose. C'est ça, parce que le festif, c'est un nouveau défi à chaque année. Il y a toujours des nouvelles affaires. Tu sais, le festival école est en mode un peu survie pour l'année prochaine. Ben, tu sais, ça, c'est un défi que j'ai à relever. Fait que, tu sais, je trouve que ça s'alimente toute seule présentement. Là. Fait que, voilà. C'est pas mal ça. Merci Clément. Un parcours super inspirant qui, j'espère, va pouvoir venir chercher des gens puis leur permettre de rêver un peu. Oui, j'espère. Rêver grand. Rêver grand. Soyez conscients aussi, c'est ça, de la chance des fois. C'est pour ça, comme je disais, nous autres, on est conscients de cette chance-là. Donc, je pense que c'est important aussi des fois de s'arrêter puis de voir ce qu'on a accompli ou ce qu'on est en train d'accomplir. Un petit temps d'arrêt. Ouais. Merci. Merci beaucoup.